Pascal retire sa main douloureusement rougie et cisaillée, il se retourne abasourdi vers ses compagnons. À quelques lieues de là, un homme grand, avec une grande chevelure blonde, s'approche de l'église, alors que le ciel s'assombrit rapidement de nuages violets, bleus, noirs. Le vent se fait violent et l'océan déchaîné. Les arbres craquent dans leur balai de folie. La grande porte de l'église s'ouvre violemment dans un grand jet d'éclairs, laissant apparaître l'homme. De nombreuses feuilles d'arbres entrent dans le courant de vent. Devant l'autel se trouve le curé qui prie accroché à son chapelet. Effrayé, il n'ose à peine se retourner. Les grognements et les pas lourdes de formes gigantesques dans les deux recoins de l'église se rapprochent de l'autel. On ne peut discerner que les yeux rouges luminescents. L'homme jette au pied du curé une grosse clé qui tombe bruyamment sur le sol. Le curé la prend prudemment, puis recule à quatre pattes tout en gardant les yeux fixés sur l'homme. Ses doigts sont dans le sol. Il s'arrête au niveau d'un petit tapis rouge juste sous l'autel, le soulève et entre la clé dans un trou du sol. Ouvre avec beaucoup de difficulté une grande trappe en pierre. Il prend une bougie, descend les escaliers raides et poussiéreux. Les murs sont entièrement gravés de visages torturés, de scènes de sacrifices et de cérémonies. Le curé se trouve face à un mur sur lequel coule un mince filet d'eau. Il plonge sa main dans le mur et la pose sur un triskel, un autre, qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retire sa main. Quelques instants se passent, un déclic mécanique se fait. Il fait son signe de croix en récitant les psaumes divers et variés. Des murs semblent glisser derrière cette paroi. Ce mur se fonde doucement, s'ouvrant sur un long tunnel éclairé par des torches qui s'allument automatiquement les unes après les autres. Le silence se fait de nouveau. Au fond de ce tunnel, des présences se font de plus en plus ressentir. Elles sont nombreuses. Des ombres s'approchent et prennent forme sous les traits d'hommes dissimulés sous des toges monastiques alignées en deux longs rangs. À leur passage, le curé ne peut entendre que quelques mots répétitifs en langage ancien qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Le curé les voit sortir de l'église dans cet orage sec. À chaque éclair, il perd de vue cette procession obscure, sentant bien qu'il se passe encore quelque chose derrière lui. Il se retourne vers l'autel souterrain et y entend des cris fous qui se rapprochent. D'autres ombres qui sautillent et s'animent dans tous les sens dans un vacarme assourdissant. De retour vers l'arbre d'éternité, Firmin dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste ?» Pascal ironiquement « Oh, rien de spécial à part que j'ai perdu ma main et que le triskel s'est mis à tourner tout seul dans l'autre sens. Le mauvais sens. » Paul inquiet. « Tu veux dire que tout seul, il s'est mis à tourner en position nocturne. » Justin, les yeux grands ouverts. « Mais d'après le livre, c'est pas bien, non ?» Pascal, qui trempait sa main dans l'eau, la sèche sur son pantalon et sort le livre de sa besace de nouveau pour y trouver plus de précision. À ce moment-là, le ciel s'assombrit encore plus, et un vent de plus en plus fort s'élève, et des milliers de feuilles tombent. Une lumière bleue très faible sort du trou duquel il vient de sortir le bras. Le sol se met à trembler. Firmin Pepeneau, vous croyez que c'est lié ça ou c'est qu'une impression? Paul prend son pendule. Le hasard, peut-être, même si le hasard, on sait que le pendule est littéralement tendu à l'horizontale en direction de l'arbre. Pascal, d'accord, mais ça ne vous étonne pas, vous,
Nous sommes en plein jour et en quelques minutes, on se retrouve en pleine nuit avec un temps complètement déchaîné. Firmin, je dois dire que même si on est en Bretagne, même si c'est un climat océanique, oui, on n'est pas forcément habitué à ce genre de changement-là. L'eau qui coulait en cascade rapidement se réduit jusqu'à s'arrêter complètement, laissant apparaître un trou gigantesque noir. Une grande caverne à l'intérieur de cet immense arbre. Tout d'un coup, un grognement impressionnant part du fond de cet orifice, comme un son de corps monstrueux. Ce son résonne tout au long de cette grande masse qui sert de caisse de résonance et par son souffle envoie tout le groupe à terre. Au même moment, des éclairs s'abattent dans les branchages tout en haut de l'arbre, dans un vacarme assourdissant. Une nuée de feuilles descend jusqu'au-dessus du groupe. La blessure de la main de Pascal s'ouvre et recommence à saigner abondamment. Il se doute que cela n'augure pas de super bonnes choses. Firmin se débouche les oreilles avec les index pour rassurer le groupe et surtout pour se rassurer lui-même. Il s'esclaffe. Ma mère m'avait toujours dit de ne pas me cacher sous un arbre pendant les orages. Ça rend sourd. Les autres se tournent vers lui, un sourire jaune aux lèvres. Au même moment, une lueur bleue apparaît tout au fond du creux de l'arbre, accompagnée d'un grondement sourd, encore un autre. Elle grossit assez rapidement et devient de plus en plus lumineuse, comme un train lancé à grande vitesse. Pascal sent une force l'envahir. Il ne peut retenir ses bras qui se positionnent irrésistiblement en croix. Les autres le regardent avec à la fois de l'étonnement et une impression de déjà-vu. Très vite, son corps tout entier décolle. Il est à environ 30 cm du sol. Et étonnamment, il se sent bien, si bien, sans appréhension. Et malgré cette perte de contrôle totale, perte de contrôle qu'il n'a pas l'habitude de laisser aller, il ferme les yeux pour mieux ressentir l'instant. Le rayon bleu occupe maintenant tout l'espace du trou. Il est aveuglant et le son qui l'accompagne est tout aussi assourdissant. Puis le son s'arrête brusquement. Une silhouette se détache de la lumière. Elle s'approche lentement. Elle est animale et massive. Chacun de ses pas est lourd. Elle avance vers le groupe pétrifié. Ses yeux rouges se fixent sur Pascal, toujours suspendu dans les airs. Puis, il se dirige sur Justin. Une seconde bête ne tarde pas à suivre, puis une troisième. Ces bêtes ont un corps musculeux et large, un poil ras noir, monté sur de courtes pattes tout aussi musculeuses, avec de longues griffes. Une sorte de tête de buffle croisée avec un commodo garni d'une gueule au croc acéré, des oreilles rigides tendues à l'horizontale. La première pousse un grognement terrible et se met à courir vers le groupe. Firmin l'imite immédiatement. Alors là, je crois que dans ces moments-là, on ne cherche même plus à mettre une explication rationnelle à quoi que ce soit. On court les gars, on traîne pas. Amis des bêtes, bonsoir. Paul, complètement paniqué, je suis d'accord, on trouvera des explications à l'abri. Ils se mettent tous à courir chacun de leur côté, oubliant de contrôler si les autres peuvent suivre. Dans cette forêt dense, ils ne tardent pas à se séparer involontairement, effrayés par les grognements et les galops lourds qui les poursuivent. Justin, lui, reste figé de peur. L'animal passe sans le voir, et une autre patte énorme sort du faisceau lumineux, suivie d'une tête tout aussi monstrueuse, aux yeux toujours aussi luminescents, rouges. Elle se tourne vers Justin. Un grondement baveux sort de son énorme poitrail. Justin lui fait un sourire timide. « Oh, je te connaissais pas, toi. T'as de beaux yeux rouges. » Trois autres bêtes entourent Pascal. Elles sont menaçantes et il est à portée de leur mâchoire. L'homme est toujours en suspension dans les airs, immobile, et ce, malgré la force des vents qui drainent tout sur leur passage. Malgré ces bêtes immondes qui s'apprêtent à le
le lacérer de leurs griffes et de leurs mâchoires puissantes. Ce lieu féerique est devenu cataclysmique. Pourtant, il ne panique pas, il panique plus. Lui qui n'a jamais eu le courage comme qualité première, lui qui a toujours privilégié son hémisphère gauche, celui du cartésien, celui qui rassure le plus. Ici, assez étonnamment, non seulement, enfin, il lâche prise pour arriver à un relâchement mais total. Mais dans ce relâchement, il ressent l'intégralité de son être. Il a véritablement la totale conscience de lui-même, de ses facultés cachées volontairement en lui. Il sent son aura qui enfle et s'étend bien au-delà de son enveloppe charnelle. Il a étrangement comme un sentiment de plénitude. La vie est véritablement en lui comme jamais elle n'a été. Il n'a plus de doute sur quoi que ce soit. Il est encore comme paralysé, mais en grâce. Pendant ce temps, Justin fait face à l'animal qui fait 2 fois sa taille, voire 3, voire 4. Il tend une fleur à la bête qui s'avance menaçante. La voix chevroteuse, il essaye de l'amadouer. « Viens, ma belle, je ne vais pas te faire de mal. » L'animal s'approche de lui, arrache d'un coup de dent sa fleur, ouvre grand sa gueule pour lui offrir le même sort, quand elle se reçoit un grand coup de bâton qui lui fait juste détourner la gueule. Firmin est revenu sauver son fils spirituel. Il est remonté comme un coucou. « Barre-toi, charogne, ne touche pas à Justin, sinon j'en ai maté des plus féroces que toi, carne. » La bête se retourne vers le vieil homme. Elle est prête à le déchiqueter. La bave est abondante entre ses crocs encore plus gros, tant sa férocité est décuplée. « Justin, va-t'en vite, t'inquiète pas, je m'occupe d'elle et surtout, sauve ma Marguerite. » Justin affaune, se met à courir comme un éreinté, se répétant sans cesse qu'il devait sauver Marguerite. Firmin lève son bâton en l'air pour défier l'animal, et au mieux pour l'effrayer. Mais la bête n'a pas l'air d'être plus effrayée que ça, bien au contraire, cela aiguise son agressivité. L'homme lui assène un coup, puis 2 coups. Il lève le bâton pour donner un autre coup. Il n'en a pas le temps que la bête se jette sur lui et l'attrape à la jambe. Firmin pousse un cri de douleur terrifiant, puis disparaît dans le faisceau bleu entraîné par l'animal. Justin court au milieu de cette forêt si dense. Le cri déchirant de Firmin est malgré tout parvenu jusqu'à lui au travers de ce vacarme. Le jeune homme court plus vite encore alors que ses larmes lui brûlent les yeux. Pascal, qui était en apesanteur totale, revient à lui d'un seul coup. Il ouvre les yeux et se repose sur terre entre les 2 colosses. Il s'approche de lui, toujours aussi menaçant. Pascal ferme de nouveau les yeux, penche la tête et se concentre. Il sent ses mains picoter de plus en plus, une chaleur partir de son plexus et se canaliser dans ses mains. Il sourit, étend ses mains à plat devant les bêtes. Elles ouvrent leurs immenses gueules. L'une d'entre elles renifle le sang qui coule de sa main droite. Pascal ressent ces animaux parfaitement. Le picotement dans ses mains est devenu aussi fort que des milliers d'aiguilles. Il écarte les doigts. Il sent une énergie folle traverser ses mains. Est-ce la lumière bleutée ambiante? Mais ses mains dégagent une lueur bleue qui envahit les 2 monstres. Les 2 bêtes poussent un râle grave, puis doucement se couchent à ses pieds. Il pose ses mains sur leur tête, les caresse et leur fait signe de partir. Les bêtes se dirigent dans le faisceau bleu et disparaissent. Pascal a vraiment du mal à y croire. Il ne se reconnaît plus, il n'a plus ces milliers de questions qui l'obsèdent, qui le freinent, qui le traînent, qui l'enchaînent. Sans difficulté, il est si serein face à des événements qui ne le surprennent
que ça. Lui qui s'inquiétait, lui qui était freiné par des problèmes sans importance, là, dans des cas extrêmes, plus rien ne le touche. Alors qu'il avait vécu que dans la fadeur et le calme, alors il se dit, pourvu que ça dure, c'est toujours ça de prix. Il se dirige vers le trou où se trouve le Triskel, il plonge sa main à l'intérieur et essaye de le tourner à droite, mais il n'y arrive pas. Il tourne à gauche. Après un long instant, un déclic se fait et comme tout à l'heure, mais dans le sens inverse, la Triskel se met à tourner à droite très rapidement, lui cisaillant encore une fois de nouveau sa main, mais bon, il n'est plus à une douleur près maintenant, mais elle semble s'être arrêtée un peu plus tôt, au centre peut-être. L'eau de la cascade se met à recouler, pas aussi abondamment qu'avant, mais suffisamment pour recouvrir le trou et le faisceau lumineux qui s'est réduit énormément. La chouette, au plumage rouge, vient se poser devant lui. Elle le regarde, tourne la tête vers le bois. Pascal tourne la tête aussi et voit une femme à l'entrée de la forêt. Il pense reconnaître Barbara. Barbara, c'est toi ? La femme entre dans la forêt. Il se met à courir dans sa direction pour la rejoindre. Il entre dans le bois sous la surveillance de l'oiseau de nuit. Pascal avance rapidement dans ce décor d'ombre chinoise où tous les branchages forment des figures tantôt familières, tantôt effrayantes. Il aperçoit par moments la silhouette féminine à un endroit puis à un autre, comme si elle voulait à la fois l'attirer à un endroit et jouer à cache-cache en même temps. Il suit ce qu'il croit être celle. Quand il arrive à un endroit où un mal de tête prodigieux le prend instantanément, il tombe à genoux sur le sol dans un cercle de cailloux noirs, alors que la chouette vient se poser devant lui sur une sorte de menhir. La douleur est tellement intense du côté gauche, il ferme les yeux, se tient la tête. Progressivement, dans le noir de son regard, l'image s'éclaircit. Pascal voit comme s'il avait les yeux ouverts. Juste devant lui, au centre de ce cercle de pierre en suspension, il voit un sablier translucide bleu qui rayonne jusqu'à lui. Il est comme ces hologrammes que l'on peut voir dans les films fantastiques. Il tend la main pour le toucher. À ce moment précis, des flashs lumineux lui viennent. Il voit un homme en toge qui fait des incantations au-dessus d'une jeune fille blonde, presque dénudée, attachée à un menhir. L'homme semble être, encore une fois, cet ancêtre des deux patins. Il fait glisser son couteau sur le ventre de la jeune femme, dessinant un cercle, puis 3 autres arcs de cercle qui se rejoignent au centre de ce même cercle. C'est une représentation de Triskel. La jeune femme pleure, crie, supplie et essaye tant bien que mal de se débattre, mais elle est trop bien attachée. L'homme approche une fiole des yeux de la victime et vient récupérer ses larmes qu'il verse sur une des branches de sang du Triskel dessiné. Il verse une poignée de terre au centre, verse un liquide qui l'enflamme. L'homme s'apprête à souffler sur le ventre quand une femme en arc apparaît. Il reconnaît la statue de la place, la dénommée Liane. Elle intime à Éthermo l'ordre de libérer Éléonore. Il lui répond qu'il appartient déjà à l'infini. Éthermo se penche sur la jeune femme quand Liane lui décoche une flèche en plein front. Les yeux fixes, il s'écroule sur le ventre d'Éléonore, son sang coule le long de la flèche et vient se mélanger aux autres éléments. Il s'éteint doucement dans un dernier souffle. La partie semble jouée. Liane s'apprête à libérer Éléonore quand un micro-spectacle étonnant se produit sur le ventre de la jeune femme. Un microcyclone se crée, localisé juste sur son ventre, et vient mélanger tous les éléments présents, feu, larmes, terre et les 2 sangs.
Il prend de la force et devient luminescent. Il tourne sur ce triskel de chair rouge de sang, puis il entre dans les yeux et par le nez, par la bouche, en Éthermo et en Éléonore. Les deux personnages sont soudainement projetés à 3 mètres du sol. Ils ont les bras en croix, encore une fois, comme des vents spectraux sortent et entrent en eux. Ils s'agitent dans tous les sens, poussant des cris de douleur. Leur chair se déchire progressivement, laissant apparaître à l'intérieur de leur corps en lumière. Cette lumière bleue les transperce de toutes parts, les déchire. Puis, dans un éclat de lumière ultime, les corps disparaissent, laissant les vêtements et la flèche tomber sur le sol. Liane s'écroule à genoux, en larmes, criant qu'elle retrouverait un jour sa petite sœur, où qu'elle soit. Pascal ouvre les yeux et voit toujours la chouette en face de lui. Elle semble lui dire « Tu comprends un peu mieux maintenant ?» L'homme referme les yeux et regarde au même endroit où se trouve l'animal et y voit un oiseau de feu comme un magnifique phénix. Une silhouette devant lui, postée à sa gauche, l'observe. La chouette vient se poser sur son épaule. Il peut la reconnaître maintenant. C'est Liane, à la chevelure blonde inondée par la lumière d'un rayon de lune. Elle s'adresse à lui sans bouger les lèvres. Pascal, tu sais beaucoup de choses maintenant, sur notre histoire, sur toi. Tout ce que tu as vécu depuis ton arrivée sur Voirsant n'était pas au hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Seule la providence est. Tu t'es révélé à toi-même. La vie commence à 40 ans pour toi. Maintenant, tu peux sauver ce qui compte pour toi. Ton monde, notre monde. Cette nuit est déterminante. Éthermo est de retour. Il a besoin de toi pour revenir. Mais tu es aussi le seul à pouvoir le contrer. Si tu fais les bons choix. Si tu sais y mettre le prix. Tu es à Lunor. Il te guidera. Pars vite, il te reste peu de temps. N'oublie surtout pas que ta conscience est plus réelle que ton regard. Pascal court dans la forêt, se disant que plus l'aventure avance et plus rien ne le surprend. Pire même, il trouve tout ça naturel. Il traverse les bois activement en gardant toujours l'oiseau en point de mire. Lui qui n'était plus très sportif depuis son arrêt du tennis suite à des tendinites à répétition, retrouve un nouveau souffle, comme si, en effet, il renaissait de ses cendres comme l'oiseau qui le guide. Comme s'il était vrai que la vie commençait à 40 ans. Il ferme les yeux et voit ce beau phénix qui trace le chemin de feu, laissant tomber des plumes de lave sur le sol comme le ferait le petit poussé de ses cailloux. À l'autre bout de la forêt, Justin courut des kilomètres sans s'arrêter, se répétant sans cesse « Sauve ma Marguerite, sauve ma Marguerite ». Il arrive à proximité du chemin qui mène à la maison de Marguerite. Essoufflé, il monte avec difficulté les centaines de mètres qui le séparent de sa destination. Il aperçoit au travers des grands sapins un puits de lumière qui tend vers le ciel. Ces grands et majestueux arbres fouettent l'espace avec force dans un vent toujours aussi violent. Sentiment d'apocalypse et d'insécurité qui fait perdre l'équilibre de Justin. Il tombe sur le sol jonché de cailloux. Blessé aux genoux et aux mains, il repense à Firmin, laissant couler quelques larmes, sauf ma Marguerite. Justin se reprend, se redresse et avance plus vite encore. Il arrive à proximité de l'étang. La surprise est de taille car le plan d'eau est entièrement vidé. Des milliers de poissons sont dans la boue en train d'agoniser. Au centre, là aussi rayonne une source lumineuse, bleu fabuleux qui transperce les nuages. Juste à côté, un homme à genoux se lamente. Justin se rapproche de l'homme, il le reconnaît. C'est Antoine, un ami de Firmin avec qui il a fait tant de parties de pêche. L'homme, en tenue de pêche, son bob à la main, se lamente sur son sort. Qu'ai-je fait ? Il m'a forcé
forcé à ouvrir? Justin. Qui t'a forcé à ouvrir, Antoine? L'homme a la voix dans ma tête. Et Marguerite, elle est dans la maison? Non, elle est à la falaise avec lui. Et toi, pourquoi tu n'y es pas aussi? Il m'a dit que j'avais rempli ma mission. Antoine relève les yeux d'un seul coup comme s'il avait vu quelque chose. Les yeux fixes, il s'approche de Justin. Le jeune homme se retourne inquiet pour voir s'il ne se passe pas quelque chose de particulier derrière lui. À ce moment, Antoine l'assomme d'un coup sec. On retrouve Pascal, qui après quelques minutes de course, voit l'oiseau se poser sur un ancien puits. Il est arrivé devant la maison des Bertrand. Tu es fatigué, Aluna? La chouette regarde en direction de l'entrée. L'homme suit le regard et s'y retrouve. La porte est légèrement entrouverte. Il entre dans la maison. Le noir est profond. Aluna entre à l'intérieur tandis que Pascal ferme les yeux. Le phénix posé sur un meuble éclaire l'intégralité de ce qui ressemble à une cuisine. Tout semble figé comme ce balancier d'horloge bloqué quasiment à l'horizontale sur l'heure mythique de minuit. Les deux compagnons passent au salon et n'y voient rien de spécial. Ils sont face à un grand escalier. Ils le montent sous des craquements infernaux. À chaque marche, son supplice. Ils sont en haut et ont en face de 3 couloirs. Alunor va directement à celui de gauche, entraînant Pascal. Au bout de ce couloir se trouve une porte percée d'un gros trou. Ils arrivent dans la chambre baignée par la lumière de la lune. Il ouvre les yeux et voit les volets en bois dévorés par un feu encore incandescent. Il y a un fusil de chasse au sol. Pascal le ramasse et vérifie les cartouches. Seule une a été tirée. Il s'assoit sur le lit. Des maux de tête intenses le reprennent, suivis de nausées. Il ferme les yeux. Voit une femme tirer de l'eau du puits juste devant. Trouver à l'intérieur du seau un médaillon en or en forme de triskel. Le glisser par mégarde au milieu des journaux qu'elle lisait la veille et mettre le tout dans le poêle pour l'allumer. Il voit aussi l'orage de nombreux éclairs dont un qui tombe dans le puits. Une main qui en sort, une grande silhouette devant cette porte de chambre, une boule de feu. L'homme qui jette les 2 corps dans ce puits luminescent, de la lumière qui sort de l'armoire. Ses flashs se finissent. Il voit un autre sablier en suspension là, juste où il est. Il ouvre les yeux et au travers de ce sommier calciné, en son centre, il aperçoit un objet brillant. Pascal tend la main et difficilement il réussit à le toucher du bout des doigts pour réussir enfin à l'attraper. Ce médaillon est celui qu'il vient de voir en flash. Un autre triskel. Il l'observe bien quand il sent l'objet lui brûler la main de plus en plus, douloureusement. Puis lui envoyer une décharge électrique violente. Tout son corps se crispe. De nouveaux flashs lui reviennent. Une pancarte. Falaise des confins. Un océan et un ciel déchaîné. Éléonore. Barbara disparaît, une horde de morts vivants autour d'un cercle celtique de menhir, une cérémonie du sang, un dragon. Pascal revient à lui. Il prend le triskel qu'il glisse dans sa poche de pantalon. Elle a laissé son empreinte douloureuse, profondément inscrite dans sa chair. Il cherche dans son baluchon le livre en quête d'une information sur la falaise des confins. Il tombe sur un passage signé par un anonyme. La falaise des confins tient son nom de son cercle celtique qui y trône. On dit qu'il aurait plus de 5000 ans. Selon la légende, sous une lune rousse d'automne, quand les 3 portes ont été ouvertes, au moins une fois dans les 18 derniers jours auparavant, la falaise des confins ouvrirait sous certaines conditions
le passage des morts. Les vivants deviendront passés, les morts seront présents. Une clé pour un éclaireur, 5 sacrifices pour la horde, un éveillé du présent contre un passé. Les 9 seront le temps, de larmes, de soufre, de poussière, de souffle, de sang. Les éléments sont l'espace, les éléments sont le temps, les éléments sont le passage. Mais l'équilibre est très fragile, un aller peut très vite être un retour. Pascal referme le livre, ressent comme un étourdissement. Affaibli, il glisse le long du lit, se retrouve sur le sol. Revoit Barbara à genoux devant la fontaine de la place, tendre la main pour toucher l'eau. Une main féminine la tire à l'intérieur, elle disparaît. Pascal perd conscience tout doucement. Il voit Éléonore, la sœur de Liane, qui sort de la fontaine, et Alunor qui déploie ses grandes ailes. Nous revenons à Paul, qui, après avoir couru comme un fou droit devant lui, Paul se retrouve à proximité de la maison des 2 patins. Il sent encore ces présences démoniaques le suivre. Il se dit qu'il pourrait trouver secours chez eux, qui sait. Il accélère le pas et se trouve devant le grand portail ouvert. Il avance dans l'allée. La porte d'entrée est ouverte, elle aussi. Des bougies sont posées partout sur le sol. Elles forment une allée lumineuse qui monte l'escalier. Il suit le tracé. Paul prend son pendule. L'objet se lève droit en direction de la chambre de Catherine. Il tente de lui poser d'autres questions pour vérifier s'il a le contrôle, mais rien n'y fait. Il reste figé à l'horizontale. Paul le remet dans sa poche. Il replonge sa main dans une de ses poches ventrales, sort une petite boîte en plastique qui dévisse, verse le contenu rouge à base de limaille de fer dans sa main et le jette en l'air devant lui. Le résultat ne se fait pas attendre. La poudre reste tout simplement en suspension dans l'air. Puis rapidement vient se rassembler en une vague longue qui se dirige vers la chambre de Catherine. Paul n'avait jamais vu ça. Cet exercice d'habitude fonctionne lorsque le magnétisme est puissant, mais au sol, pas en suspension dans les airs. Déjà que j'avais des a priori sur les certitudes en général, comment avoir des certitudes encore après ça? Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini encore. Il avance sur cette allée éclairée par les seules bougies au sol et suit cette poudre juste devant lui. Le silence dans cette maison est absolument total. L'homme arrive devant la chambre. La porte est ouverte et le spectacle, lui aussi, est total. Même si maintenant plus rien ne l'impressionne vraiment. Tous les objets, sans exception de la chambre, sont en suspension dans l'air. Tout l'espace-temps semble perturbé ici. Même les bougies flottent dans le vide et leurs flammes se consument à l'envers. Catherine, au centre de la pièce, est en apesanteur, elle aussi. Ses longs cheveux blonds comme électrifiés. Elle ouvre les yeux et regarde directement Paul. La jeune fille pose doucement ses pieds à 30 cm du sol et avance sur cette surface invisible. Elle vient près de lui, puis elle s'adresse à lui sans ouvrir la bouche. « Paul, je t'attendais. Tu as voulu m'aider. Je vais t'aider à mon tour. Approche. » Paul reçoit ces paroles avec une voix pleine de sérénité directement dans son esprit. Une forme de télépathie probablement, se dit-il. Elle lui fait signe de le suivre dans un coin de la chambre, ce qu'il fait immédiatement, mais se sent assez mal de suite. Il prend sa baguette et ressent comme une présence invisible, une présence en position assise dans l'espace. Catherine lui dit toujours par télépathie: «
Tu ressens sa présence ici, n'est-ce pas? Paul acquiesce d'un hochement de tête. Il suit la présence qui se déplace vers la fenêtre, puis se positionne devant l'armoire encastrée. Les portes sont défoncées et il ne reste pas grand-chose à l'intérieur. Il sent une deuxième force juste à côté de la première. Il tourne autour avec sa baguette de cuivre, mais ne peut entrer dans ce champ de force, comme un champ magnétique qui le repousse. La jeune fille s'approche de lui, le prend par la main et lui sourit. « Paul, je vais te montrer tout ce que je vois depuis que je suis ici. » Toujours en suspension, elle tend les bras devant lui et plaque ses mains contre les yeux de l'homme. Elle fait office de lunette paranormale. Elle est comme attachée à ses mouvements de tête. Paul est dans l'obscurité totale, mais les images ne tardent pas à venir doucement. La lumière progressivement apparaît. Les mains de Catherine se sont transformées en filtres puissants qui lui permettent de voir l'invisible. Il tourne la tête vers l'armoire et y voit le grand-père de Catherine qui parle avec son ancêtre Éthermo. Il semble lui signifier de s'en aller, mais en tout cas ils n'ont pas l'air très d'accord. Vieil homme se dirige vers sa fenêtre. Paul reste un instant sur l'autre. L'autre qui le pointe du doigt en souriant. Par peur, le sourcier tourne la tête vers le grand-père. Il s'avance vers lui. Le vieux monsieur suit du regard quelque chose. C'est un homme en feu qui passe et repasse pour se jeter à chaque fois dans un puits juste devant la maison. Le grand-père se dirige vers son bureau et se remet à écrire avec une frénésie démentielle, à l'endroit même où Paul avait ressenti la présence juste avant. Catherine retient les mains des yeux de Paul. « Tu comprends mieux maintenant? Tu me comprends mieux ?» Paul baisse la tête, acquiesce. « Oui, Catherine, tu as dû vraiment souffrir. » « Oui, j'ai toujours vu les autres. On m'a prise pour une malade. C'est Paul, c'est dur d'être seul, à voir. » Paul. « Oui, je peux comprendre. » Elle reprend. « Sache, Paul, juste que ces lieux ne sont pas que des mémoires. Ils sont aussi des lieux de rencontre. Le passé n'est pas mort. Mon arrière-grand-père, tout comme moi, le savons très bien. » Un courant d'air froid entre dans la maison et vient souffler les bougies de l'entrée, puis progressivement celles de l'escalier et du couloir. Catherine regarde Paul droit dans les yeux, toujours aussi silencieusement. « Paul, ils arrivent. Pour nous. » Les bougies de la chambre s'éteignent toutes dans un souffle froid et sombre. Pascal est inconscient. Dans ses songes, il survole le village à grande vitesse, voit une horde de morts vivants sortir de l'église et se diriger vers un cercle celtique en haut d'une falaise. Une traînée de lumière rouge vaporeuse reste en suspension derrière eux. Tout d'un coup, Pascal se réveille en suffoquant. Il a du mal à reprendre sa respiration comme s'il avait été en apnée depuis des siècles. Il se redresse et se trouve face à un grand tombeau. L'entrée est gardée par une grande statue en toge encapuchée. Les bras orientés vers le ciel, au-dessus de la porte, est noté « Éthermo, le seul vrai maître des temps ». Pascal se lève et observe autour de lui. Il se retrouve en plein milieu du cimetière. Le lieu recueille une cinquantaine de tombes et se trouve derrière l'église. Celle sur laquelle il s'est réveillé porte le nom d'Auguste Pierre de Patin. Pascal ferme les yeux pour voir ce qu'il ne voit pas avec les yeux. Il s'attend à trouver une cinquantaine de sabliers, mais en fait il n'en voit pas. Il avance dans l'allée, se dirige vers... Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'impact dans un cimetière ? Il entend une voix qui lui dit « Parce que quoi au juste, oui ?»
La voix lui dit « Parce que personne n'est mort ici, à part moi, enterré vivant par Sharkan, le bras droit des Thermos. » Pascal se retourne vers le spectre. Il semble être un chevalier, sa maigreur est due probablement à sa longue agonie dans le cercueil. Évidemment, les impacts sont à l'endroit de la mort, exclusivement à l'endroit de la mort. Valier lui répond « Oui, c'est cela, vivant. Les gens ont peur des cimetières, peur de voir ressortir de terre les morts. Mais ils ne seront jamais plus tranquilles avec les morts que dans un cimetière. Nous sommes morts partout sur cette terre, partout, hein, sauf dans un cimetière. Ou exceptionnellement moi ici. » Pascal le reprend. « Les morts reposent sur leur lieu de décès. Alors ?» Le chevalier reprend. « Non, pas tout à fait. Nous ne reposons pas vraiment. Tu peux me parler, ici tu as ma mémoire, et, comme cette nuit de lune rousse, tu m'as moi. Je ne peux communiquer avec les vivants qu'à certains moments, comme celui-ci, mais aujourd'hui, les morts frappent à votre porte. » Pascal entend des cris et des fracas devant l'église. Il se dirige vers l'entrée du cimetière. À travers la grande grille en métal, il voit les grands escaliers qui mènent à l'entrée de l'église. Le prêtre est devant l'église, à genoux, prostré. Des milliers d'êtres décharnés, armés d'épées, de boucliers, de aumes, d'armures sortent de l'église. Cette horde remonte cette si belle allée fleurie des jours précédents. L'allée des anges devient celle des morts. Les arbres, si orgueilleux la veille, ont les branches basses. Leurs fleurs jonchées sur le sol forment un tapis rouge sang piétiné par ces êtres venus d'outre-tombe. Pascal se rend compte d'une chose étonnante. Lui qui voyait les choses de l'autre monde, que les yeux fermés, les voit aussi les yeux ouverts sous ces rayons révélateurs de cette lune rousse. Une nuance importante cependant, alors que les yeux ouverts, cette armée de morts semble si réelle et si menaçante, les yeux clos, elle devient un ensemble d'hologrammes vaporeux, une sorte d'illusion impossible. Pascal a beaucoup changé depuis son arrivée dans ce village, évolué surtout sur son principal point faible, la confiance, ou peut-être simplement la conscience de qui il est. Il a traversé beaucoup de choses qui l'auraient détruit psychologiquement auparavant. Maintenant, tout lui semble si simple, si naturel. Il semble si libéré. Il vit avec plus d'appétence chaque événement, comme s'il retrouvait des parties de son passé lointain, comme s'il se découvrait tout court. La peur l'a quitté. L'inconscience ou la conscience l'habite totalement maintenant. Pascal s'approche du prêtre à genoux sur les escaliers, un homme d'une cinquantaine d'années vêtu d'une robe noire à l'ancienne et mal rasée. Les mains jointes, il est positionné dos à l'entrée de l'église face à cette énorme lune, à murmurer des mots à une vitesse vertigineuse. Pascal pose la main sur l'homme qui sursaute un peu mais qui garde les yeux fixes sur la planète morte. Dans un premier temps, il pensait que ce langage était une ancienne langue, latine, hébreu ou même grec. Mais en tendant plus l'oreille, il se rend compte que l'homme parle à l'envers. Comme une bande magnétique que l'on lirait en mode retour. Pascal discerne même maintenant une aura très sombre, teintée de rouge autour de l'homme, creusée au niveau du front et du plexus. Est-ce dû à une crise de foi? Au passage, de l'autre côté, Pascal se retourne vers cette procession particulière. Son inconscience, ou sa conscience, encore une fois, qu'il ne peut rien lui arriver, le décide à se joindre à ce cortège. Il
entre dans ses rangs anarchiques, progresse à l'intérieur. Est-ce un sentiment ou la réalité? Mais il semble l'accepter. Eux. Ou peut-être tout simplement l'escorter. Il se dirige vers la tête de ce groupe, arrive au niveau d'un mort plus grand, ressemblant étrangement à celui imprimé sur le t-shirt de Justin. Celui-ci tourne légèrement la tête en direction de Pascal et le peu de peau sèche qui lui reste indique un petit rictus. D'autres membres du cortège ont le même rictus à l'approche du cercle celtique. Soudainement, est pris d'un petit malaise. Il sort de la procession et vient s'allonger sur un banc de pierre. Il est dessous une petite tonnelle faite de jolies fleurs blanches et roses, d'une jolie petite fontaine toute simple, de ce banc qui fait face à une grande étendue verte parsemée de menhirs. L'homme reprend sa respiration doucement, sans que l'oppression sentie dans le cortège se dissipe. Il s'asperge d'eau dans la vasque inférieure de la fontaine. Ces minutes de récupération lui donnent l'impression de se rééquilibrer. Il regarde ce champ de menhirs, intrigué, s'approche de l'un d'entre eux et pose la main dessus. Une décharge électrique violente le traverse. Il se sent projeté dans l'espace, le traverse à une vitesse vertigineuse, puis se voit propulsé sur une planète de couleur violette et jaune. Il retire sa main avant d'atterrir sur le sol. Il avance vers un autre rocher, le touche. Une même décharge électrique le traverse tout aussi violemment. Il voit une bataille sanglante entre hommes avec des casques en cornes et d'autres avec des casques plus sophistiqués. Touche un autre et cette fois-ci ce sont des militaires allemands qui se battent contre des hommes en béret, probablement des résistants. Pascal retire sa main, ferme les yeux et voit un immense champ de sablier, dû au fait que ce lieu fut le théâtre de plusieurs guerres. À chaque emplacement de menhir jaillit un petit faisceau lumineux qui tend vers le ciel. Ils sont reliés entre eux en leur sommet, formant un fin quadrillage. Pascal remonte jusqu'au chemin, il se positionne entre deux cortèges pour ne pas trop subir leur rayonnance négative, grimpe ce chemin abrupt et se retrouve bientôt au sommet de la butte qui mène à la falaise des confins. Pascal arrive au sommet de ce mont. Il voit en léger contrebas la horde par milliers positionnée dans cette cuvette verte qui donne sur l'océan. Un grand cercle celtique trône au centre. Le ciel est déchaîné, les nuages, comme une horde de chevaux sauvages, galopent sous les assauts violents des vents puissants. L'orage gronde lourdement tout autour. Ces éclairs viennent frapper les plus grands menhirs à tour de rôle, ce qui forme la structure même du cercle. Un deuxième cercle plus central se compose de 5 pierres inclinées, sur lesquelles sont attachés Justin, Catherine, Paul, Églantine et Marguerite, les yeux bandés et la bouche bâillonnée. Pascal traverse l'assemblée pour joindre le centre du cercle. Elle s'écarte sous son passage dans des murmures inaudibles. Passe un deuxième groupe constitué de vivants tout aussi mutiques et désincarnés que les morts précédents. Il monte sur l'autel, regarde ses amis attachés et bâillonnés. Tout au centre du cercle se trouve un homme encapuché. C'est un spectre vêtu d'une toge rouge et or. Et oui, c'est lui, c'est Éternel, qui attend Pascal tranquillement. Il s'adresse à lui télépathiquement. « Viens, Owen. Nous n'attendions que toi. » Pascal se demande comment cet homme peut le connaître et surtout comment il peut connaître son deuxième prénom. « Mon cher Owen, il y a bien longtemps qu'on ne s'est vu. Bien longtemps. » Il montre une belle jeune femme dans le coin du cercle. « Tu reconnais Éléonore ?» La jeune femme semble sous l'emprise du sorcier. « Tu te doutes donc de l'endroit où se trouve ta Barbara ? Je peux te permettre de la rejoindre. Laisse-moi faire et tout ira bien pour toi et tes amis. » Pascal est comme hébété.
La rayonnance du lieu est puissante. Il n'arrive pas à se concentrer entre les éléments qui se déchaînent dans un vacarme assourdissant et les murmures incessants de la foule autour. Il ne voit pas tout à fait où veut en venir Éthermon, même s'il se doute que ce ne sera pas des fins gratuites et encore moins des fins bénéfiques. Mais en attendant de trouver une solution qui leur permettra de s'en sortir, il décide de suivre les indications de l'homme, plutôt du spectre. Éthermon montre un couteau posé sur une petite table de pierre juste derrière Pascal. C'est un très beau couteau à l'ancienne. La lame est courbée et le manche en bois a un triskel rouge flamboyant incrusté. Il le prend et après une certaine hésitation, machinalement s'en taille la main. Son sang coule sur le sol abondamment. Il se rend compte que son sang se joint au sang des 5 autres prisonniers entaillés à la main eux aussi. Le sorcier s'adresse à lui. Parfait. J'aime quand il n'est pas utile d'expliquer les choses. Avec un éveillé aussi brillant que toi, ça devrait aller assez vite. Laisse-toi faire. Ouvre-toi à moi. Le spectre commence à invoquer le ciel dans un langage étrange venu d'un passé sûrement très lointain. Il s'élève à 30 cm à mètre du sol. Son aura luminescente rouge se dégage de lui avec plus de force encore. Un nuage sombre se dresse juste au-dessus de lui. Pascal sent une énergie étrangère l'envahir. Il commence à décoller lui aussi du sol. Il a un sentiment d'abandon très fort encore une fois. Sensation pas désagréable d'ailleurs. La motivation de retrouver Barbara lui fait perdre tout sens commun. Éthermon jubile, tout comme cette énergie vitale qui le traverse, le fait revenir à grands pas dans le monde des vivants. Le sorcier semble soustraire la vie de l'homme. Une matière semi-liquide et vaporeuse, rouge luminescente, passe de Pascal à Éthermon. L'aspect translucide du maître s'emplit progressivement de chair. Le sorcier recommence ses murmures incompréhensibles. Le lieu déjà imprégné par tant de vibrations passées semble reprendre vie progressivement. Le vent siffle entre les pierres et vient s'insinuer dans cette enceinte. Il tourbillonne autour des 2 combattants de l'âme et vient fouetter au passage les victimes attachées sur les pierres. Le vent balaye le socle et découvre un triskel monstrueux qui fait tout l'ensemble de la scène. Le socle commence dans une rotation qui s'accélère très rapidement. Sa rotation est telle qu'elle crée une forte aspiration. La lune, toujours aussi gigantesque, arrose le paysage de sa lumière rousse. L'océan déchaîné multiplie ses vagues qui viennent claquer sur cette falaise des confins. Le cérémonial se poursuit depuis quelques minutes. Les 2 hommes sont toujours en face à face, en apesanteur. Éthermon fixé sur son adversaire, Pascal sur l'âme froide de son adversaire. Le ciel déjà dévoré de colère s'enfle et rougit de plus d'éclairs. Pascal, je vais t'avouer un truc, la mort n'existe pas, j'en suis la preuve vivante. C'est comme la magie. Disparaître, c'est être ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Le passé est toujours présent, mais dans une autre dimension. Quoique, regarde, je peux influencer les gens en jouant sur leur peur notamment. Les posséder un peu, les diriger. Rien de mieux que la peur pour diriger les gens. Il montre du doigt les parents de Catherine, les crémiers, le pêcheur Antoine et d'autres habitants du village. Hanté, c'est amusant un temps, mais on sent la suite. Alinor vient se poser sur la pierre où se trouve Catherine. Il regarde Pascal droit dans les yeux. L'homme entend la voix de Liane s'adresser à lui. Pascal, si tu laisses Éthermon revenir, sa horde suivra vraiment. Elle le suivra dans le présent.
La rayonnance maléfique du sorcier s'étend maintenant des prisonniers jusqu'à l'assemblée de morts-vivants. Les choses s'accélèrent de plus en plus. Les vivants deviennent progressivement translucides, alors que les morts... Et Thermo sent que Pascal commence à résister. Ne résiste pas, mon ami. Tu vas rejoindre ta bien-aimée. Nous y sommes tous, presque d'ailleurs. Le sorcier se met à crier « Que les éléments se déchaînent et nous ramènent au jour !» Des éclairs fabuleux viennent frapper les deux hommes et l'ensemble des êtres présents. Pascal ferme les yeux, chargé par cette foudre. Son adrénaline monte et elle le dynamise. Il s'engage dans une lutte contre Thermo, comme si le seul moyen de sauver tout le monde était de le vaincre par la vibration, par l'énergie. Les choses se stoppent et restent figées entre les deux. Les flux se densifient comme une autoroute en heure de pointe. Ces flux créent une lumière aveuglante et explosive. Le sorcier est gonflé par ce fléchissement alors que l'énergie commence à manquer chez Pascal. Sa douleur et sa frustration sont telles que son aura jusqu'à présent bleutée tend au rouge maintenant. Et Thermo sourit. Tu vois mon ami, tu es comme moi. Déchaîne ta colère. Ça ne fait que de me rendre bien plus présent. Tu es passionné d'histoire ancienne. Tu vas la vivre très très vite. Là, maintenant, laisse-toi aller. Pascal sent qu'il s'affaiblit maintenant. Sa lutte contre le sorcier semble vaine et trop tardive. L'aspiration du tourbillon incessant du socle tend à l'entraîner vers le fond. Pascal entend quand même encore Liane lui dire « Sers-toi des éléments. Le don de soi peut tout sauver. » Il se met à crier de toutes ses forces, ses mains s'ouvrent à plat sur l'océan. La valse des éléments si folle jusqu'à présent se décuple. Les vagues grandissent. Le tourbillon devient un cyclone de feu qui tourne autour d'eux. Une masse sombre et monstrueuse se dessine sous l'océan. C'est une vague de fond qui se nourrit de ce déchaînement d'énergie. Elle sort des flots et semble aspirer l'océan pour devenir immensissime. Elle est tellement immense qu'elle masque la lune. Approche de la falaise comme poussée par un monstre marin grandiose, rapide. Elle tend à se décrocher de l'océan, visant à caresser la lune jusqu'à la masquer presque totalement. Le temps semble suspendu, comme si l'assemblée et les éléments retenaient leur souffle avant l'assaut. Et Thermo se tourne vers la vague. Il est surpris par la puissance de cet élément. Le sorcier avait tout prévu, sauf ça. Il concentre alors toute sa puissance sur la vague, essayant de l'empêcher pendant quelques instants de s'abattre sur eux, la disloquer, la détruire tout simplement. Owen qui reste encore là, bien présent, même si très affaibli par la lutte. Il regarde sans cesse ses camarades qui se vident de leur sang, et il les voit, il pense à Barbara, il pense à tous ceux qu'il aime. Il les sent qui l'encouragent, il les sent télépathiquement qui sont liés à lui. Leur amour le rend plus fort. Il sent leur amour, leur soutien. Il sent qu'il n'est pas seul, alors qu'Ethermo est seul. Il n'a pas cet amour-là. Ethermo sent la force des éléments et la force d'Owen. Finalement, pérenne. Pas si forte, mais pérenne. Il sent que les énergies du désespoir peut-être se regroupent, que finalement un pouvoir qu'il avait sous-estimé parce qu'il n'avait pas su par le passé en avoir et en donner, ce pouvoir de l'amour est un pouvoir qui est plus fort que lui. Et cette énergie, cette vibration qui monte en puissance entre ces victimes sur ces pierres et ce lien qu'ils ont avec leur sauveur et les éléments de la nature, la terre et toute la puissance de la terre et de tous ces éléments de l'univers. Cette vibration devient trop forte pour Ethermo
Mais malgré tout, il est agacé de sentir que la situation lui échappe, si près du but, alors que la vie était presque passée de ses victimes du présent à ses guerriers du passé. Il lutte maintenant à la fois contre la force de ce monstre marin, cette inspiration de dernière minute d'Owen, et Termote qui ne comprend pas ça, lui qui est dans l'ego, qui est là avec sa toute-puissance. Il est très puissant certes, mais pas plus puissant que le lien qui unit tous ces êtres qui s'apprécient et qui s'aiment. Et il a sous-estimé la Terre, qu'il accueille aussi bien dans le passé que dans le présent, que dans le futur. Cette Terre et cet univers qui n'a qu'une puissance qui le régente, c'est l'amour. Il sent que sa vibration, sa toute-puissance, s'arrête là. Il se retourne alors vers son adversaire du présent et lui dit: « Crois-tu vraiment que ton sacrifice sauvera ce monde ? Pauvre utopiste, j'ai l'éternité pour le reprendre. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais je reviendrai. L'amour éphémère qui te lie à eux ne perdurera pas, mon ami. On se retrouvera. » Et Thermo ouvre les bras, comme pour accueillir le monstre marin. « Alors, si je ne peux pas prendre le pouvoir dans ton temps, je vais vous entraîner dans le mien. Viens, je vais nous sauver. » Le sorcier lâche prise sur les éléments. Rapidement, il trace de ses mains des liens invisibles entre les 9 participants dans un éclat de rire totalement fou. « Mes amis, je vous annonce que vous allez maintenant vivre dans mon monde. » La vague monstrueuse se cabre sur eux, reste en suspension comme pour jauger ses prochaines victimes. Sous l'influence de Thermo, le triskel qui tournait à une vitesse vertigineuse inverse son sens, soudainement disparaît dans le trou béant au-dessous d'eux. Une lueur apparaît tout au fond de cette cavité. La lumière s'intensifie, grandit jusqu'à devenir aveuglante. Elle est accompagnée d'un souffle, d'une aspiration terrible, irrésistible venue de ses profondeurs, qui commence à aspirer ce monde et ses occupants. La masse qui était en suspension au-dessus de l'assemblée échappe quelques gouttes qui délicatement viennent se poser sur le front de ses victimes désignées. Et, dans une plainte préhistorique, vient s'abattre sur l'assemblée tout entière. Un temps indéfini plus tard, ou plus tôt, quelque part, la lumière du soleil est aveuglante, l'océan est calme et d'un bleu tropical. Pascal a du mal à ouvrir les yeux, tout est trouble. Un visage se penche sur lui et l'embrasse. « Owen, je t'attendais, enfin tu es là. » Pascal discerne dans ce soleil de fabuleux cheveux roux. « Barbara ?» Oui, c'est Barbara. Elle lui sourit. « C'est moi, oui. Tu as traversé le temps pour me rejoindre. » « Oui, mais je ne suis pas venu seul. » Il voit Barbara dans une robe de princesse, ou en tout cas une robe très à l'ancienne, encore plus belle que jamais. Elle lui dit: « Tu verras, Owen, les choses ne sont pas... » À ce moment-là, un cri monstrueux retentit dans les airs. Au loin, un grand oiseau se rapproche, puis se pose très lourdement sur le sol devant eux. C'est pas un oiseau, c'est un dragon qui s'avance sur eux. Pascal fait quelques pas en arrière, Barbara sourit, et sur son dos est assis un homme qu'ils connaissent bien, Justin. Et Justin souriant lui dit:
cœur de feu.